La grande édition sur i24 News, bienvenue, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité du Moyen-Orient. Voici le sommaire de ce journal. Un mort, 3 blessés, le choc et la douleur. Attentat à la voiture bélier et à l'arme blanche cet après-midi. Emplacement, le carrefour du Gush Etzion, une région à la croisée des enjeux ces jours-ci, au-delà de la ligne verte. Les 2 terroristes ont été éliminés sur place. L'armée israélienne opère depuis dans les alentours. Enquête en cours et village bouclé. Sur place, la colère de certains responsables locaux qui établissent un lien entre la tragédie et le feu vert donné à la création d'un État palestinien. Débat sur la souveraineté relancé, gros plan dans un instant. Dans ce contexte, la résolution poussée par Donald Trump au Conseil de sécurité de l'ONU est-elle un moteur de paix ou est-elle perçue comme un encouragement au terrorisme? Succès diplomatique majeur, quoi qu'il en soit, pour le président américain qui évite le veto de la Russie et qui acte le grand retour des Nations Unies à Gaza et dans le dossier palestinien. Le texte grave dans le marbre le principe d'un État palestinien et celui aussi d'une force internationale à Gaza. Israël est-il à ce stade le grand perdant de cette séquence qui coïncide avec la proximité grandissante entre Riyad et Washington? Nous reviendrons évidemment sur les entretiens en cours en ce moment à la Maison-Blanche entre Donald Trump et le prince MBS. Et puis en France, l'étude choc de l'IFOP sur l'islam, une compilation de sondages édifiants menés sur une période de 35 ans qui nous confirme la progression irrémédiable de l'islamisme dans l'Hexagone. Aujourd'hui, la charia passe avant les lois de la République pour 57% des jeunes musulmans français. 59% d'entre eux estiment que la loi islamique doit être appliquée dans les pays non musulmans. Confirmation au passage de la popularité des frères musulmans dans le pays. Où sont passés les concepts d'intégration, d'assimilation? On y revient en détail tout à l'heure. Et voilà donc pour les titres, bonsoir à tous. Le réveil douloureux ce mardi, attaque terroriste combinée, voiture bélier et arme blanche au moment où la question d'un État palestinien revient sur la table de la communauté internationale. Alors coïncidence ou pas, le bilan ce soir est en tout cas tragique. Notre envoyé spécial nous attend sur les lieux de l'attentat ce soir en direct. Bonsoir Déborah Benayoun, vous êtes au carrefour de Gush Etzion. Les faits d'abord, 1 mort, 3 blessés, c'est le bilan des terroristes neutralisés et on sait que des recherches évidemment ont été lancées dans les alentours dans la foulée de l'attentat. Bonsoir David, effectivement c'est juste ici derrière moi donc que cette attaque a eu lieu aux alentours de 14h30 sur ce carrefour du Gush Etzion. Au départ il s'agissait donc d'une attaque à la voiture bélier et puis ensuite les terroristes sont sortis du véhicule et ils ont poignardé les personnes qui se trouvaient sur place. 2 terroristes ont été neutralisés par un soldat réserviste de la brigade Etzion et vous l'avez dit, un bilan lourd puisqu'il y a 1 mort, un homme de 70 ans du nom de Aaron Cohen, originaire de Kiryat Arba, père de 6 enfants et grand-père dont les funérailles d'ailleurs auront lieu dans 1 heure. Et puis en dehors donc de ce décès, il y a eu 3 blessés qui ont été pris en charge par les services d'urgence. Une femme d'une 50aine d'années dans un état grave, un homme d'une 30aine d'années qui lui a été légèrement blessé et puis un jeune de 15 ans dans un état modéré. Tous ont été pris en charge dans les différents hôpitaux de Jérusalem. Heureusement, on a eu des nouvelles un peu plus rassurantes en ce qui concerne l'homme de 30 ans et le jeune, l'adolescent de 15 ans dont les jours ne sont plus en danger. Et puis en ce qui concerne les terroristes, eh bien selon les premiers éléments, les 2 terroristes seraient âgés de 18 ans, originaires de la région d'Hébron. Tsahal, donc vous l'avez dit, a commencé à encercler plusieurs villages dans le secteur. Des perquisitions sont en cours dans les zones dont sont partis les terroristes. En chemin, quand on est venu et même encore maintenant, on a vu plusieurs soldats, plusieurs patrouilles tout autour armées. Et puis Eyal Zamir également, le chef d'état-major, est venu ici même il y a environ 1 heure pour donc enquêter et voir ce qui s'était passé ici même. Il faut savoir que c'est une zone extrêmement dangereuse. Par ici, il y a 5 mois, il y avait eu juste derrière sur le parking à côté également encore une attaque. Donc c'est une zone qui est presque très régulièrement touchée. Malheureusement, ce carrefour du Gush Etzion a déjà subi plusieurs attaques auparavant déjà. Région sensible, effectivement. Évidemment, Déborah, beaucoup de réactions depuis tout à l'heure. Oui, il y a eu déjà beaucoup de colère du côté des autorités locales et des politiques. Beaucoup font en fait référence au plan de Donald Trump qui a été adopté au Conseil de sécurité de l'ONU hier soir et à l'éventualité d'un État palestinien. Il y a eu notamment le Premier ministre Naftali Bennett ou encore le président du Conseil régional du Gush Etzion qui a fait référence donc à cette proposition américaine. Il s'est prononcé contre et il a dit, je cite, le terrorisme refait surface et ce moins de 24 heures après l'adoption par l'ONU d'une résolution visant à légaliser
légaliser la création d'un État palestinien, ce qui profitera à ceux qui cherchent à nous anéantir. Il est temps d'agir contre le terrorisme en Judée-Samarie, comme cela a été fait à Gaza. Et par contre, du côté des organisations terroristes, le djihad islamique et le Hamas, là, on se félicite de cette attaque. Ils se sont réjouis et le djihad islamique l'a qualifié d'héroïque. Merci beaucoup, Déborah Benayoun, en direct du carrefour, donc du Gush Etzion, ce soir, au sud de Jérusalem. Et justement, nous sommes en ligne à présent avec Daniela Weiss. Bonsoir et merci à vous. Vous êtes l'ancienne maire de Kdoumim et directrice du mouvement Nahala en faveur des implantations à Gaza. En quelques mots, peut-être d'abord votre réaction suite à cet attentat tragique, un drame qui rappelle peut-être aussi que la lutte contre le terrorisme, elle doit se poursuivre, qu'importe les aléas politiques ou diplomatiques. À mon avis, ce qui s'est passé aujourd'hui dans le Gush Etzion se nourrit. Cela vient de l'évacuation et de la destruction de 9 maisons dans cette région du Gush Etzion et aussi des propos terribles du président Trump en faveur de 2 États. À partir du moment où les Arabes voient une faiblesse chez les Juifs, eh bien, ils relèvent la tête et ils plantent un couteau ou ouvrent le feu. Et c'est quelque chose qu'on a pu voir pendant toute l'histoire du sionisme. Nous n'avons pas le droit, en tant que peuple, mais aussi en tant qu'individu, de montrer notre faiblesse. Or, ces derniers temps, alors ça n'est pas de notre fait, mais il y a eu des faiblesses qui ont fait que les Arabes ont relevé la tête. J'espère qu'aussi bien le gouvernement israélien va en tirer les conclusions appropriées, et j'attends d'ailleurs du gouvernement, puisque je suis à la tête d'un mouvement idéologique. J'espère que nous ne renoncerons pas à la bande de Gaza, que nous n'accepterons pas une solution de 2 États. Sur la terre d'Israël, il n'y a la place que pour un seul État, c'est l'État du peuple d'Israël. Il faut le dire et le répéter, et c'est le gouvernement qui doit le dire et le répéter. Et face à ces maisons qui ont été détruites, il faut construire encore et encore et encore pour empêcher l'option d'un État palestinien. Ce qui s'est passé dans le Gush Etzion, c'est le résultat d'une faiblesse. Et pour faire face à cette situation difficile, il faut tout simplement créer 2 nouvelles localités. Il faut garder la bande de Gaza entre nos mains. La bande de Gaza est à nous, n'est pas au président Trump. Et nous devons faire preuve de résilience, avoir une colonne vertébrale. C'est le remède numéro 1 face au terrorisme. Donc voilà, vous dites signal de faiblesse. D'ailleurs, ça rappelle en quelques mots, on note que ce drame survient justement au moment où l'ONU valide donc ce concept d'État palestinien. Ça rappelle d'autres époques où à chaque fois effectivement que cette question était sur la table, eh bien il y avait une recrudescence malheureusement des attentats et ça s'inscrit en porte-à-faux évidemment avec le projet de souveraineté dans les territoires. Cela porte atteinte au statut de l'État d'Israël. La souveraineté, ça n'est pas quelque chose de purement formel. La souveraineté, c'est aussi l'honneur d'une nation. C'est le fait de comprendre qu'il n'y a qu'un seul souverain sur cette terre, que le gouvernement, c'est le gouvernement d'Israël et que tout ce territoire appartient au peuple d'Israël et au gouvernement israélien, et qu'on ne doit pas même... il est impensable de voir des choses comme on a vu hier, et je pense que ça a été très dommageable, que des Juifs, au nom d'une question formelle, s'en sont pris à d'autres Juifs, et cela crée de nombreux dégâts au sein de notre peuple. Et le fait de corriger tout cela, c'est de construire encore de nouvelles localités, de nouvelles maisons, et je le sais d'expérience, c'est cela qui a le plus d'impact sur l'état du peuple israélien. J'espère que nous allons reconstruire ce qui a été détruit hier,
guerre très rapidement, et ainsi nous renforcerons la colonne vertébrale du peuple juif et du peuple qui vit sur cette terre. Voilà, donc pour vous, la réponse, c'est la construction. Vous restez avec nous, Daniela Weiss. On va parler justement dans un instant de cette résolution validée hier par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle est censée définir les contours de l'après-guerre à Gaza, mais elle intègre aussi donc le concept d'État palestinien. Alors question, qu'en pensent les Israéliens aujourd'hui? Sandy Fortis, bonsoir. On va découvrir avec vous un sondage très intéressant. Résultat un peu plus clair, hein. D'ailleurs, Oslo, c'est du passé aujourd'hui pour la plupart des Israéliens. Et puis c'est la fin des illusions. Effectivement, 70% des Israéliens s'opposent à la création d'un État palestinien basé sur les frontières de 1967. C'est ce qu'affirme un sondage réalisé par le Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs. L'enquête a été réalisée les 16 et 17 novembre dernier auprès de 698 citoyens israéliens, juifs et arabes, et elle confirme un durcissement significatif de l'opinion publique sur la question depuis les attaques du 7 octobre. 70%, c'est le niveau d'opposition le plus élevé depuis le début de la guerre. Et si l'on regarde les seules réponses des Israéliens juifs, l'opinion contre la création d'un tel État monte à 79%. Un avis qui reste majoritaire, même si celle-ci s'accompagne d'un accord de normalisation avec l'Arabie saoudite. 62% des Israéliens sondés y restent opposés. Alors, comme je l'ai précisé, les questions ont été posées à des citoyens juifs et des citoyens arabes, et la proportion varie parfois en fonction. Sur cette question, le taux d'opposition atteint 73% parmi les Israéliens juifs, mais 56% des Israéliens arabes seraient favorables à un tel arrangement. Alors Sandy, que pensent les Israéliens aussi du plan Trump qui vient d'être transformé en résolution onusienne et qui inclut la fameuse force aussi internationale pour la bande de Gaza? Oui, et 49% des Israéliens s'opposent à toute déclaration israélienne de soutien futur à un État palestinien, un chiffre qui grimpe à 57% pour les sondés juifs. 20% envisagent toutefois une telle déclaration si le futur État est complètement démilitarisé et reconnaît Israël comme l'État juif. Enfin, concernant le Gaza d'après-guerre, 62% des personnes interrogées sont favorables au déploiement d'une force internationale de stabilisation. Parmi eux, 50% préfèrent un contingent exclusivement américain ou occidental. Seuls 10% sont favorables à l'inclusion de la Turquie ou du Qatar. Et 26% insistent sur le fait qu'Israël doit conserver le contrôle militaire exclusif. Les chiffres assez clairs, merci beaucoup Sandy Fortis. On revient vers vous, Daniela Weiss, parce que là on vient de le voir, les accords d'Oslo pour les Israéliens, c'est un constat d'échec. Peut-être que la génération post-Oslo justement en Israël est moins naïve sur son environnement régional, mais l'avenir pour vous, à quoi il devrait ressembler Israël? Un seul État, quitte à modifier la répartition démographique, parce que c'est aussi l'enjeu? À chaque fois, je m'étonne à nouveau, puisque l'État d'Israël, la terre d'Israël, cela appartient à Israël. Israël, c'est le nom de Jacob. On a Abraham, Isaac et Jacob. Donc, qu'est-ce qui nous ferait penser qu'il y aurait une autre option? Est-ce qu'on partage la France entre l'Espagne et la France, entre l'Allemagne et la France, entre l'Angleterre et la France? Non, la France appartient aux Français, l'Angleterre aux Anglais, etc., etc. Et Israël appartient aux Israéliens. Or, les Israéliens, ce sont les Juifs, ce sont les descendants de Jacob. C'est le peuple juif. Et encore une fois, je ne fais pas semblant, je ne comprends pas comment à chaque fois on peut remettre sur la table cette idée qui n'est absolument pas pertinente. Il n'y a aucune chance que soit créé sur la terre d'Israël un État à part l'État du peuple juif. Et s'il y a des gens qui veulent habiter ici, qui veulent vivre ici, comme l'a dit Josué, qui nous a fait entrer dans la terre d'Israël après la sortie d'Égypte et après la traversée du désert, il y a 3500 ans, ceux qui sont prêts à accepter la souveraineté du peuple d'Israël, eh bien, pourront vivre ici. Ceux qui ne l'acceptent pas ne pourront pas le faire. Et ceux qui voudront nous combattre, eh bien, nous combattrons
nous aussi et nous l'emporterons. Les règles n'ont rien de nouveau. C'est une formule très ancienne qui continue à exister et qui existera à jamais. Voilà, pas la place pour deux États. C'est on ne peut plus clair. Merci beaucoup, Daniela Weiss, d'avoir été avec nous ce soir en direct dans la grande édition. Et on y vient à cette séquence diplomatique en forme de tournant pour le Proche-Orient. La partie n'était pas gagnée d'avance et pourtant, l'administration de Donald Trump a réussi le tour de force hier de faire valider son plan en 20 points pour Gaza par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Un plan dont on peut contester la clarté ou la cohérence, mais qui acte des principes forts, instauration d'une force internationale pour Gaza et État palestinien. Donc, Ramallah applaudit, le Hamas est mécontent. Le récit de Sandy Fortis. 13 des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont voté pour. La Chine et la Russie se sont abstenus. La résolution proposée par les États-Unis a été adoptée hier soir. Le texte prévoit notamment la création d'une force internationale de stabilisation qui contribuera à sécuriser la bande de Gaza, le désarmement du Hamas ainsi que l'ouverture d'une voie vers la création d'un État palestinien. Basée sur le plan en 20 points de Donald Trump visant à mettre fin à la guerre à Gaza, cette résolution apporte un soutien indispensable aux efforts de Washington pour maintenir le cessez-le-feu signé le 9 octobre. Cette résolution n'est qu'un début. Son adoption témoigne du soutien massif à la vision du président pour un Gaza stable, où les Palestiniens déterminent leur propre destin, libérés du joug terroriste et de la violence. Dans un message posté en anglais sur X, Benjamin Netanyahou a félicité le président américain et son équipe pour ce vote. Nous sommes convaincus que le plan du président Trump mènera à la paix et à la prospérité car il insiste sur la démilitarisation complète de Gaza, son désarmement et sa déradicalisation. Le Premier ministre israélien ajoute que la résolution favorisera l'intégration d'Israël et de ses voisins et élargira la portée des accords d'Abraham, menant la région vers la paix et la prospérité. Le message ne mentionne pas l'opposition d'Israël à la création d'un État palestinien. Cette partie du projet a été ajoutée sous la pression des pays arabes. Et si Israël n'a pas publiquement contesté le plan de Trump, Benjamin Netanyahou a clairement indiqué que son opposition ferme à un État palestinien demeure inchangée. De son côté, l'autorité palestinienne s'est félicitée de l'adoption de cette résolution. Le Hamas, lui, l'a fustigée, expliquant qu'elle ne correspond pas aux demandes des Palestiniens. Mais ce qui dérange en réalité l'organisation terroriste, c'est notamment la clause exigeant son désarmement. Le Hamas s'oppose également aux activités de la force internationale chargée de contrôler la bande de Gaza. Le groupe terroriste tolérerait une telle force uniquement à la frontière et non à l'intérieur de la bande côtière. Oui, malgré le flou entourant donc la mise en œuvre du plan Trump, la manœuvre est vécue comme un camouflet, évidemment, à Jérusalem. Quelle marge d'action reste-t-il à Israël? On interroge à ce propos ce soir le docteur Harel Chorev. Bonsoir et merci. Vous êtes chercheur principal au centre Moshe Dayan à l'université de Tel Aviv. D'abord, est-ce qu'on peut dire que Donald Trump vient quelque part de graver dans le marbre ce principe d'un État palestinien, ce que n'ont pas osé faire, il faut le rappeler, les administrations précédentes, y compris celle d'Obama ou de Biden? Non, je pense qu'on est face à autre chose. Écoutez, cette stratégie américaine, et j'ai entendu Mike Waltz il y a 2 jours qui était ici à New York, et j'ai entendu lors de cette conférence, l'idée américaine c'est d'élargir les accords d'Abraham et d'inclure tout cela dans une stratégie plus large face à la Chine, une guerre économique, etc. Et c'est sur cette base que les Américains donnent aux Saoudiens ce que les Israéliens ne pouvaient pas leur donner, c'est-à-dire la promesse d'un État palestinien, parce que c'est quelque chose que les Saoudiens demandent depuis longtemps. Même si c'est déclaratif, Israël n'est pas prêt à le faire, pour les raisons qu'on connaît. Donc ce sont les Américains qui permettent d'avoir cette déclaration, mais entre cette déclaration et la création d'un État, il reste beaucoup de choses à accomplir. Donc vous dites qu'il faut garder une vue d'ensemble, une stratégie globale des États-Unis, quitte à ce qu'il y ait des tensions désormais entre Israël et son allié américain sur cette question, notamment de l'État palestinien? Oui, c'est la stratégie globale des États-Unis. Je pense que la stratégie israélienne qui est présentée par le Premier ministre dit que cela ne pourra pas fonctionner sans qu'il y ait une autre opération militaire décisive contre le Hamas. Et c'est quelque chose d'assez logique. C'est ainsi en tout cas que je comprends cette stratégie israélienne. Alors on
ne pourra pas trouver la quadrature du cercle. Le Hamas s'y oppose, s'oppose même à cette résolution adoptée au Conseil de sécurité. Il pense que c'est une atteinte à la souveraineté des Palestiniens, en réalité la souveraineté du Hamas. Donc on ne peut pas trouver de solution sans qu'Israël lance une opération militaire supplémentaire. Je crois que les Américains le comprennent bien et surtout les Israéliens le comprennent. Mais pour l'instant, Israël joue le jeu et laisse sa chance au processus jusqu'à ce que tout le monde comprenne que le Hamas n'accepte pas ce qui a été décidé hier par le Conseil de sécurité. Donc jouer le jeu, c'est important ce que vous dites, parce que Dr Horev, cette résolution, on le sait bien, elle survient aussi au moment où Israël réfléchit de plus en plus à appliquer sa souveraineté sur une partie des territoires. Est-ce que ça devient quand même une illusion, ça, à court terme, ne serait-ce qu'à court terme ? Non, je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il y ait des propositions sérieuses en concernant la souveraineté d'Israël dans la bande de Gaza. Je pense que ce sont des discours politiques qui viennent contrebalancer ce que disent les Américains. Souvent, on comprend mal ce que disent les Américains. Les Américains ne sont pas contre nous, mais il s'agit de faire avancer les accords d'Abraham. Ce soir, on entend déjà que le prince héritier Ben Salman dit des propos qui laissent entendre une normalisation, dire que c'est un objectif stratégique de l'Arabie saoudite, mais pas pour l'instant. Les Américains avancent lentement, ils font des déclarations pour l'Arabie saoudite et en même temps ils font entrer le Hamas dans un piège diplomatique en lui disant vous ne pouvez pas rester dans la bande de Gaza, puisque si le Hamas reste dans la bande de Gaza, ce sera une violation de la résolution, ce qui ouvrira la porte à une démarche militaire. Ouais, c'est vrai que le plus grand du flou concerne effectivement toujours la bande de Gaza. Merci beaucoup à vous, Dr Harel Horev, d'avoir été avec nous ce soir en direct. Et merci à Michael Val pour la traduction. Alors on va parler dans un instant de la visite, c'est en ce moment d'ailleurs du prince MBS à Washington, mais parmi les dossiers les plus sensibles, on l'a compris en ce moment, eh bien c'est donc la vente par les États-Unis des chasseurs de 5e génération F-35. Riyad en aurait fait l'une des conditions pour normaliser ses relations avec Israël, mais à Jérusalem justement, eh bien on s'inquiète de voir une autre puissance régionale mettre la main sur l'un des instruments de la suprématie aérienne de Tsahal, le pour, le contre avec Océane Nicole. Israël ne sera bientôt plus le seul pays du Moyen-Orient à posséder des F-35. L'Arabie saoudite devrait en effet être le prochain État dans la région à posséder ces avions de combat américains. Annonce faite par Donald Trump lui-même qui promet d'approuver cette vente. Oui, bien sûr, je compte le faire. Ils veulent acheter. Ils ont été un allié précieux. Ils doivent beaucoup nous apprécier. Regardez la situation en Iran. Nous avons anéanti leur capacité nucléaire. Oui, je le confirme, nous allons le faire. Nous allons vendre des F-35. Une annonce du président américain avant l'arrivée de Mohammed Ben Salman à Washington, une première depuis 2018. Donald Trump espère annoncer la normalisation des relations entre Riyad et Jérusalem, mais les Saoudiens se montrent moins enthousiastes, même s'ils ont obtenu gain de cause sur l'acquisition de F-35. Le prince héritier a demandé à Washington d'acheter jusqu'à 48 avions de combat, une demande d'achat de plusieurs milliards de dollars. Le F-35 est un avion de chasse furtif et donc très difficile à repérer. Il s'agit de l'un des avions à réaction les plus avancés au monde en raison de sa capacité à recueillir des renseignements qu'il peut partager avec des unités terrestres, des navires et même d'autres aéronefs. Pour l'instant, Israël est le seul pays du Moyen-Orient à posséder ces avions de combat F-35. Certains responsables israéliens craignent que cette vente à l'Arabie saoudite ne remette en cause la supériorité militaire d'Israël. Même si Donald Trump a approuvé la vente de ces F-35, le Congrès américain peut encore bloquer cette transaction. Alors on y vient décidément, agenda diplomatique bien rempli pour le président américain. Aussitôt son plan pour Gaza entériné par l'ONU, que Donald Trump reçoit donc en ce moment à la Maison-Blanche, un invité très en vue au Moyen-Orient, direction Washington tout de suite. Bonjour Antoine Delard, notre correspondant en direct justement devant la Maison-Blanche. Eh bien le tapis rouge et tous les honneurs pour l'ex-paria de la scène internationale, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Entretien en ce moment même toujours ?
Oui, toujours dans le bureau ovale. Je crois que l'entretien est terminé, mais en tout cas, effectivement, le prince Ben Salman a eu droit à tous les honneurs tout à l'heure lors de son arrivée. Des coups de canon ont été tirés. Il y a eu également un survol de la Maison-Blanche par des avions de combat. Ce soir, il y aura un grand dîner de gala. C'est la première fois depuis que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche qu'il accueille un dirigeant avec autant d'honneurs. Des honneurs qui symbolisent la très bonne entente entre les deux hommes. On rappelle que Donald Trump avait réservé la primeur de ce premier déplacement à l'étranger à Ben Salman. Il adore le prince saoudien, ce prince très riche qui s'est lancé dans des projets immobiliers pharaoniques. Ça plaît beaucoup à Donald Trump. Et puis cet accueil très avec tous les honneurs illustre aussi le retour en grâce de MBS, lui qui était considéré comme un paria aux États-Unis après le meurtre de Khashoggi. D'ailleurs, tout à l'heure dans le bureau ovale, la question a été posée à MBS sur Khashoggi. Il a dit que c'était une erreur, quelque chose qu'il avait déjà dit, mais surtout on a vu que Donald Trump a volé à son secours en expliquant à la journaliste qui avait posé la question qu'il ne fallait pas embarrasser son hôte avec des questions de ce type. Effectivement, donc deux pays en tout cas qui comptent l'un sur l'autre aujourd'hui. C'est une scène qui était inimaginable en 2018 suite à l'affaire Khashoggi. Merci beaucoup Antoine Hollard en direct de la Maison-Blanche. Donc aujourd'hui, et vous l'attendez tous, Christian Mallard dans les Starting Box pour son édito ce soir. Notre consultant diplomatique qui s'interroge sur la venue du prince héritier MBS, donc ni normalisation avec Israël dans l'immédiat, ni imminence de la création d'un État palestinien. En revanche, un partenariat stratégique qui est verrouillé sur le long terme. Bonsoir Christian, depuis nos studios parisiens. Eh bien Christian, ça passe par le feu vert assez surprenant d'ailleurs pour certains à la vente de ces fameux F-35 au royaume saoudien. L'annonce de la vente d'avions de combat F-35 à l'Arabie saoudite est un mini coup de théâtre qu'Israël redoutait dans la perspective d'un rééquilibrage militaire dans la région souhaité par les États-Unis. Donald Trump veut montrer son attachement à l'Arabie saoudite face à l'Iran, qui a opéré, je vous le rappelle, avec le royaume saoudien, un rapprochement en mars 2023. Cela dit, en dépit de l'existence d'un pacte de défense, avec vente d'armes et protection américaine en cas de menace, les États-Unis n'obtiennent toujours pas de normalisation des rapports entre l'Arabie saoudite et Israël. Cette visite incarne le signal souhaité par Donald Trump pour façonner un nouveau Moyen-Orient face à l'Iran. Il est clair que, très hypocritement, l'Arabie saoudite a apprécié, en juin dernier, l'intervention militaire israélo-américaine sur l'Iran. La visite de MBS marque une étape stratégique majeure, les États-Unis ayant fait preuve de retenue jusqu'alors en raison des implications régionales et des préoccupations israéliennes. Benjamin Netanyahou espérait que Donald Trump conditionnerait la vente des F-35 à un engagement clair de l'Arabie saoudite en faveur des accords d'Abraham. Mais l'Arabie saoudite campe sur sa position. Pour le moment, rien ne bouge sur l'esquisse d'un État palestinien. Donald Trump espère arrimer l'Arabie saoudite au camp américain face à l'Iran. Quant à Israël, il n'a pas envie de voir ses voisins disposer des capacités militaires semblables aux siennes qui lui feraient perdre son avantage stratégique dans la région. Et ça, Donald Trump doit en tenir compte. Oui, ça peut se comprendre effectivement ces préoccupations israéliennes. Merci beaucoup Christian Mallard depuis nos studios parisiens ce soir. Alors on le voit bien, rien n'est joué pour ces F-35 et on va se poser quelques questions tout de suite. Question sur ce que pourrait changer cette décision américaine de doter l'Arabie saoudite de l'un des meilleurs avions de chasse du monde et de l'histoire. On les pose ce soir à un expert, c'est Bradley Bowman. Bonsoir et merci à vous, directeur principal au Centre sur le pouvoir militaire et politique, le CMPP, au sein de la Fondation pour la défense des démocraties. Et bien d'abord, cette vente des F-35 aux Saoudiens, vrai ou faux problème stratégique pour vous, pour Israël? Merci de m'inviter, merci pour votre question. La décision du président Trump de vendre les F-35 à l'Arabie saoudite, c'est le premier pays au Proche-Orient, à part Israël, à avoir ces appareils américains avancés. Et il est vrai que cela risque d'éroder l'avantage qualitatif d'Israël sur le plan militaire. Et ce qui est inscrit d'ailleurs dans la législation
législation américaine. Donc si on augmente les capacités de l'Arabie saoudite, la loi américaine dit que les États-Unis ont le devoir de donner autre chose à Israël pour qu'ils préservent leur avantage qualitatif. Et l'autre problème, ce sont les relations entre Riyad et la Chine. Riyad et la Chine ont mené des exercices de leur marine le mois dernier et donc puisque, à mon opinion, on doit obtenir des réponses claires sur ces relations avec la Chine et il faut aussi s'assurer que l'avantage qualitatif d'Israël est préservé par les États-Unis et ce serait une grosse erreur, à mon avis, de livrer le moindre F-35 à l'Arabie saoudite avant qu'il y ait une normalisation des relations avec Israël. Sinon, le président Trump risque de mettre à mal son avantage et risque de retarder la normalisation entre les deux pays. Intéressant, c'est vrai que l'Arabie saoudite a toute la latitude d'aller voir la concurrence, et notamment chinoise. Est-ce que du point de vue de l'Arabie saoudite, mais aussi d'Israël, la vraie préoccupation, ce serait plutôt le nucléaire, et donc le F-35, quelque part, du point de vue des Américains, ce ne serait qu'une concession, un os à ronger, un problème secondaire pour mieux refuser une Arabie saoudite nucléaire, d'après vous? Vous savez qu'une des inquiétudes depuis longtemps, c'est la tentative de l'Iran qui sponsorise les organisations terroristes d'obtenir l'arme nucléaire, ce qui risquerait d'entraîner une prolifération dans la région. Et un des pays qui sont les plus concernés, c'est l'Arabie saoudite. Et une des régions pour s'en prendre au programme nucléaire iranien, c'est cela. Mais l'Arabie saoudite veut mettre en place un programme énergétique nucléaire et ils veulent le soutien des États-Unis. Mais ce que les Saoudiens voulaient, c'est trois choses. C'est d'abord l'obtention d'armes sophistiquées américaines, une sorte de traité d'alliance semblable à ce qu'on a au sein de l'OTAN. Et la troisième chose, c'est ils veulent le soutien américain pour le programme énergétique. Mais chacune de ces trois choses nécessite une autorisation du Congrès. Et donc l'administration Trump devra créer un soutien bipartisan à ces questions pour que ce soit possible de les mettre en œuvre. C'est vrai que ça fait beaucoup de conditions. Un dernier mot sur la normalisation Riyad, Jérusalem, parce qu'on sait que c'est l'obsession de Donald Trump, mais quelles sont les lignes rouges d'après vous pour Israël ? Israël, il faudrait le demander à Israël, mais moi qui suis favorable à Israël, même en étant américain, je pense qu'il faudrait demander que les F-35 ne soient pas livrés avant la normalisation des relations avec Israël. Pour qu'il y ait une normalisation, il faut que l'on puisse indiquer des progrès sur la voie d'un État palestinien. Je veux dire bien sur la voie d'un État palestinien. Mais souvent, ce que disent les Saoudiens en public et en privé, il y a une certaine différence. Mais l'aspect le plus déterminant pour la normalisation, c'est la situation dans la bande de Gaza. Donc, Israël devra faire un choix entre les différents objectifs dans la bande de Gaza et voir quel est le poids de ces objectifs face à une éventuelle normalisation avec l'Arabie saoudite. Voilà, peser effectivement tous les paramètres. Merci beaucoup à vous, Bradley Bowman, d'avoir été en direct avec nous depuis les États-Unis. Et ça tombe bien, comme par hasard, l'Arabie saoudite fait l'objet justement de notre dossier de la semaine. On a compris avant-hier d'où vient la puissance saoudienne. C'était notre séquence histoire avec le pétrole notamment. Hier, on a compris où elle va sous la direction du prince MBS. Et bien, ce soir, on va insérer le paramètre Israël puisque la question de la normalisation se retrouve régulièrement au cœur de l'actualité. L'éventuelle entrée de Riyad dans les accords d'Abraham constituerait une étape historique pour la région à bien des égards. Alors pourquoi le mariage entre sunnisme et sionisme, tant voulu par Washington, prend plus de temps que prévu? Élément de réponse d'abord, Océane Nicole.
C'est l'un des dossiers les plus sensibles du Moyen-Orient, le rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite. D'un point de vue stratégique, les deux pays y voient tous les deux des intérêts, mais des divergences persistent et chacun semble poser ses conditions. Pour l'Arabie saoudite, s'allier avec Israël ferait figure de pari diplomatique et stratégique. Riyad est très observé par ses voisins en raison notamment de la cause palestinienne. Le royaume impose donc certaines conditions à cette normalisation. Mohamed Ben Salman souhaite notamment l'installation d'une centrale nucléaire sur son territoire avec une capacité indépendante d'enrichissement d'uranium. Il exigerait la fourniture de matériel de défense à grande échelle, notamment des avions F-35. Une vente approuvée hier par Donald Trump, alors que pour l'instant, seul Israël possède ces avions de combat au Moyen-Orient. Le prince héritier souhaiterait aussi inclure l'autorité palestinienne dans le plan de reconstruction de la bande de Gaza, alors qu'Israël s'y oppose catégoriquement. Pour beaucoup de responsables israéliens, le prix à payer pour normaliser ses relations avec l'Arabie saoudite est trop lourd. Difficile d'imaginer le gouvernement israélien accepter de telles exigences saoudiennes. En interne, le prince héritier se doit aussi de représenter l'image de ses citoyens, car la rue saoudienne est loin de vouloir s'allier avec les Israéliens. Israël reste très largement impopulaire, surtout depuis les massacres du 7 octobre et la guerre qui a suivi dans la bande de Gaza. Mais pour certains élites saoudiens, Israël est vu comme une puissance technologique et un partenaire sécuritaire potentiel. Si l'annonce d'une normalisation entre Riyad et Jérusalem reste du domaine du possible, la route est encore longue. Entre intérêts stratégiques et charges symboliques, les négociations avancent prudemment entre les deux pays du Moyen-Orient, sous l'égide de leur allié commun à Washington. Voilà, pas à pas. Alors en attendant cette fameuse normalisation, parlons au présent. Entre Israël et l'Arabie saoudite, il n'y a pas de relation diplomatique officielle, certes, ce qui n'empêche pas qu'il y ait déjà pas mal de liens. Bonsoir Océane Nicole, vous êtes l'auteur de ce sujet, donc un partenariat discret, on va dire, mais efficace quand même, et puis qui est tissé depuis des années dans l'ombre de l'Iran. Tout à fait, Riyad et Jérusalem collaborent en effet sur de nombreux domaines. En effet, le principal, c'est celui de la sécurité, puisqu'en effet, ils ont tous les deux un allié commun, c'est l'Iran. Résultat, il y a une coopération dans le domaine de la sécurité, dans le domaine des partages de renseignements, dans une coordination indirecte contre les milices pro-iraniennes, notamment les rebelles Houthis au Yémen. Sur le plan militaire, il y a eu et il y a à plusieurs reprises des réunions secrètes entre des responsables saoudiens et des responsables israélien. Il y a aussi des échanges et une réelle collaboration entre les deux pays sur le plan économique, sur le plan technologique également. Il y a des start-up israéliennes qui opèrent en Arabie Saoudite depuis Bahreïn ou encore les Émirats Arabes Unis. Et puis on se souvient qu'en 2022, l'Arabie Saoudite avait même ouvert son ciel aérien aux avions civils israéliens. C'est quelque chose qui était encore impensable il y a de cela 10 ans, David. Donc il y a une réelle diplomatie dans l'ombre entre Riyad et Jérusalem avant de voir réellement peut-être les deux pays officialiser et normaliser leurs relations. Voilà, l'officiel et l'officieux. Merci beaucoup Océane Nicole pour cet éclairage. En direct, on va aller plus loin à présent. Un expert qui vient nous rejoindre. Bonsoir Emmanuel Navon. Merci à vous. Vous êtes professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. D'abord, une telle normalisation, Riyad, Jérusalem, évidemment, ce serait aussi une révolution idéologique au pays de l'islam, le berceau de l'islam sunnite. Et puis le gardien des lieux saints de l'islam, ce serait effectivement un symbole très important. Et puis n'oublions pas également que l'une des motivations du Hamas et de Yahya Sinwar en lançant le 7 octobre, c'est justement de bloquer, de mettre fin à ce processus de normalisation avec l'Arabie saoudite. Donc ce serait un peu le couronnement justement des acquis très importants d'Israël dans cette guerre. Mais à côté de cela, comme l'a rappelé votre reportage, il y a déjà des relations officieuses entre les deux pays, en particulier dans le domaine sécuritaire face à l'Iran et dans le domaine technologique pour aider à la diversification de l'économie saoudienne. Et donc la question de savoir pour les deux pays, est-ce que le jeu en vaut la chandelle pour passer à la phase officielle, alors même que l'Arabie saoudite paierait un prix en termes de son opinion publique, même si ça n'est pas une démocratie, et que Israël paierait un prix dans la mesure où MBS, Mohamed Ben Salman, continue de parler ouvertement de son exigence d'un État palestinien. Et donc, à ce stade, il se semble encore un peu prématuré. Le temps fera peut-être qu'il faut donner encore un peu plus de temps à ce processus. Mais au bout du compte, la question se pose, est-ce que le prix, le jeu en vaut la chandelle pour les deux pays à ce stade? C'est ça, vous dites quelque part que l'essentiel, c'est ce qui se passe dans la réalité. Mais si on résume les conditions justement de la normalisation, il y a notamment le plan crédit pour un État palestinien, vous venez de le dire, la vente du F-35, le feu vert aussi pour un programme nucléaire en Arabie Saoudite. Ça fait beaucoup. Est-ce que c'est surmontable ou est-ce que c'est rédhibitoire?
Alors d'abord, il faut comprendre que les avions, les F-35, le processus est très long. Il faut que ce soit ensuite approuvé par le Congrès, donc c'est pas demain matin que les avions vont être livrés. Donc Israël peut retarder ce processus et c'est également réversible. Je vous rappelle qu'au moment des accords d'Abraham, Donald Trump s'était engagé à vendre ses avions aux Émirats arabes unis, ça ne s'est jamais fait. En ce qui concerne l'État palestinien, là aussi, tout dépend de savoir si, quand on regarde, n'oubliez pas que hier, le Conseil de sécurité a adopté le plan Trump, qui parle d'un État palestinien mais avec des conditions très claires. Et par conséquent, si on s'en tient strictement à ces conditions, c'est tout à fait jouable puisqu'elles ne seront jamais réunies. Donc c'est toujours la même chose. Ça fait plus de 20 ans, je vous rappelle, à l'époque, le président Bush avait dit à condition que ce soit un État démocratique qui lutte contre le terrorisme. Donc c'est créer des conditions qui sont complètement irréalistes. Donc si on s'en tient à ces conditions qui ne seront jamais réunies, ça peut être jouable. Quant au programme nucléaire civil, là aussi, il faudrait vraiment qu'il y ait des garanties très 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 claires pour que les Saoudiens n'utilisent pas cela à des fins militaires. Gros point d'interrogation là-dessus. Effectivement. Dans les faits, est-ce que quelque part tout ne dépend pas de qui est sur le trône ? C'est-à-dire que lorsque MBS accédera effectivement officiellement au trône, même si c'est déjà l'homme fort, eh bien là, ce serait une formalité de la normalisation, y compris en mettant de côté quelque part pour lui l'État palestinien. Alors, pas forcément, parce qu'il est déjà de facto le leader de l'Arabie Saoudite et qu'effectivement, son père a encore une certaine influence. Mais ce n'est pas seulement ça, il y a aussi un certain establishment religieux wahhabiste en Arabie Saoudite, il y a la rue saoudienne. Mais en tant que dirigeant de ce pays, qui décide à peu près de tout ce qui se passe dans le pays, il a aussi une influence sur l'opinion publique, puisqu'il contrôle les médias. Et donc, c'est un peu, je dirais, de la part d'un leader comme MBS, dire « Ah oui, mais que voulez-vous, la rue saoudienne est encore hostile à Israël ?» Ben oui, mais c'est lui qui contrôle les médias, les livres scolaires, donc il peut faire des changements là-dessus aussi. C'est pour ça que je dis qu'au bout du compte, je pense que ça aura lieu, mais pas forcément tout de suite. Ça risque de prendre encore du temps. Un peu de patience, c'est ce qu'on comprend. Merci beaucoup, Emmanuel Nabon, d'avoir été avec nous pour cette analyse. Allez, l'actualité en bref, tout de suite, l'info chrono. Des nouvelles des pourparlers entre Israël et la Syrie, négociations dans l'impasse d'après des sources israéliennes. Israël qui n'envisagerait de se retirer que d'une partie des zones prises ces derniers mois en territoire syrien dans le Golan et uniquement dans le cadre d'un accord de paix global. Or, il s'agit précisément de l'exigence centrale d'Ahmad al-Shara. Damas réclame, on le rappelle, un retrait complet. Jérusalem demande des engagements politiques plus larges de la part de ce régime. Également au nord, la détermination d'Israël à contrer les efforts de reconstruction du Hezbollah libanais. 2 frappes de drones de Tsahal encore signalées ce matin. Et d'abord à Blida sur un bulldozer, puis à Bin Jabel dans le sud du Liban contre un véhicule. Les médias libanais font état d'un mort. Par ailleurs, la visite à Washington du chef d'état-major de l'armée libanaise a été annulée. Raison présumée, le mécontentement des Américains face à l'inaction des autorités de Beyrouth, censées désormais justement la milice pro-Iran. Enfin, vous l'avez sans doute ressenti vous aussi, cette panne mondiale géante ce mardi de nombreux sites internet incontournables, Facebook, ChatGPT et tant d'autres, y compris le nôtre, perturbés durant quelques heures. Le coupable, Cloudflare, un acteur critique du web, un fournisseur d'outils de cybersécurité qui protège habituellement l'accès au site. Incident qui nous rappelle la vulnérabilité évidemment de la planète web, encore aujourd'hui. Et justement, ce soir, mardi soir, c'est le rendez-vous de l'innovation. Bonsoir Christopher Barolin, c'est avec nous, Innovation. Rendez-vous 21h30, heure de Paris, avec des thématiques bien d'actualité. Bonsoir, en effet, 3e épisode d'Innovation. On va s'intéresser ce soir aux dangers de l'intelligence artificielle. Et pour vous donner un avant-goût de ce qui vous attend ce soir dans Innovation, ce n'est pas moi qui vais vous dire ce qui vous attend dans l'épisode de ce soir, c'est mon double numérique qui va nous parler en italien. Regardez. Buonasera. Innovation è dedicata questa sera ai pericchi dell'intelligenza artificiale. Come vedete, oggi si può far dire qualsiasi cosa a chiunque, ma naturalmente la tecnologia israeliana ha una soluzione. Ci vediamo questa sera alle 22:30, ora israeliana, per esplorare insieme il futuro. Un double numérique créé grâce à l'intelligence artificielle et on en parle plus en détail tout à l'heure, en français, en chair et en os sur i24 News. Rendez-vous donc à 22h30 pour explorer le futur ensemble. Eh bien, merci beaucoup Christopher Barolin. Je ne sais pas si c'est le vrai ou l'avatar. En tout cas, rendez-vous 21h30, heure de Paris. Allez, passons à la politique et au parti pris de cette édition.
Coup de sifflet final pour les manifestations en faveur des otages. Ouf, diront certains, l'annonce a été faite par les organisateurs. 2 longues années éprouvantes pour le pays entier. Et cette question, ces rassemblements ont-ils vraiment joué un rôle positif, constructif? Bonsoir, Dror Even-Sapir, notre analyste. Alors, Dror, 2 années d'abord qui auront forcément mis à l'épreuve la cohésion nationale, une fois de plus. Pendant les premiers mois de la guerre, la cohésion nationale était absolument incontestable. Tout le monde pensait, tout le monde était convaincu en Israël qu'il fallait, et c'était effectivement légitime et justifié, infliger un coup très sévère au Hamas. Et toutes les personnes concernées se sont présentées comme un seul homme, comme une seule femme, dans leurs diverses unités de réserve de l'armée israélienne. Et parfois, certains de ces réservistes, par la suite, ont rejoint les rangs des manifestants pour les otages, et aussi, en effet, contre le gouvernement. Pourquoi ? Parce qu'une partie importante des Israéliens étaient convaincus que le gouvernement a, à plusieurs reprises, bloqué d'éventuels accords, possibilités d'accords pour la libération des otages, parce que ce gouvernement, idéologiquement, ne voulait pas payer le prix, et il était très élevé, pour obtenir la libération des otages. Avait-il tort ? Avait-il raison ? C'est presque secondaire. J'ai une petite idée, bien évidemment, sur la question, David, mais il y a une certitude. C'est que ces manifestants exprimaient une inquiétude sincère, et donc il était tout à fait légitime, on est en démocratie, on ne peut plus légitime qu'ils manifestent, et ils l'ont fait pendant près de 2 ans chaque semaine. Alors, allez plus loin, Dror, votre avis, profitable ou contre-productif, ces rassemblements? Avant d'aborder cette question précise, David, un point. Pourquoi ces rassemblements étaient importants? Parce qu'ils exprimaient une valeur israélienne de base, la solidarité avec des Israéliens qui survivaient dans des conditions absolument effroyables. Et cette expression de solidarité, elle était absolument indispensable. Le récit des anciens otages eux-mêmes, tous ceux qui ont eu accès aux médias israéliens, lorsqu'ils ont vu ou entendu ces manifestations de solidarité, ces rassemblements hebdomadaires, eh bien, ça leur redonnait espoir. Et l'espoir pour ces otages, c'était vital. Ça leur a permis de tenir le coup, de maintenir leur équilibre et de survivre même. Maintenant, ces manifestations étaient-elles ou non efficaces? Étaient-elles ou non contre-productives? De votre question, David, je pense qu'en fait, le débat est clos. Le débat est clos parce que ces manifestations ont prouvé qu'un nombre très important d'Israéliens, sans doute une majorité, considéraient que la libération des otages était une priorité. Ça a impressionné beaucoup de monde, David, ces manifestations à l'étranger. Ça a impressionné un certain Donald Trump, et l'on a tiré la conclusion qu'il fallait exercer une pression pour obtenir un accord sur la fin de la guerre dans la bande de Gaza et sur la libération des otages. Voilà, c'est QFD. Voilà, c'est ce qu'on veut retenir derrière. Une expression effectivement de solidarité avant la dimension politique qui est inévitable en Israël. Merci beaucoup, Dror Even-Sapir, pour ce parti pris. Autre dossier dont on se passerait volontiers, l'antisémitisme en Europe. Cette information d'abord, elle concerne, souvenez-vous, cette affaire qui remonte à juin 2024, affaire sordide, le viol antisémite d'une fille âgée d'à peine 12 ans à Courbevoie, en région parisienne. Eh bien, on apprend ce soir que la peine des condamnés a été réduite en appel pour l'un des accusés, les 3 garçons qui avaient été condamnés à l'époque pour le calvaire infligé donc à cette adolescente juive. Un seul contestait la décision, il s'agit de Dylan, 15 ans. Eh bien, ce mardi, la cour d'appel de Versailles a donc confirmé sa culpabilité, mais l'a condamné à 7 ans de prison au lieu de 9 initialement. On aura sans doute l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans la semaine. Alors, on va rester en France. Cette étude choc, on disait en titre de l'IFOP, sur l'islam, une compilation de sondages édifiants qui ont été menés sur une période de 35 ans, depuis 1989, qui nous confirme la progression irrémédiable de l'islamisme au sein de l'Hexagone. Aujourd'hui, la charia passe avant, vous le voyez, les lois de la République pour 57% des jeunes musulmans français. 59% d'entre eux estiment que la loi islamique doit être appliquée dans les pays non musulmans. Et puis au passage, une confirmation, c'est celle de la popularité en France toujours des frères musulmans. Alors où sont passés les concepts d'intégration, d'assimilation? Eh bien avec nous ce soir pour en parler, Fadila Maharoufi, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes cofondatrice de l'Observatoire UEF et du Café laïque Paris-Bruxelles. Vous avez reçu le prix international de la laïcité par le comité Laïcité République. Alors c'est un sujet que vous connaissez parfaitement. D'abord, quels sont les chiffres, vous, qui vous ont le plus choqué dans cette étude, qui vous semblent les plus marquants? En fait, choqué, je ne dirais pas, parce que ça fait depuis quelques années en fait qu'on avait constaté en fait que ça touchait en majorité les plus jeunes, qui étaient de plus en plus pratiquants que les anciens. Et donc en fait, ces chiffres ne sont pas choquants. Par contre, c'est vrai qu'on refait à chaque fois des rapports en sachant la situation. Ça, par contre, c'est assez étonnant qu'on ne prenne pas des mesures
actuellement, en sachant, évidemment, en prenant compte de tous ces constats. Pour moi, c'est plutôt ça qui est choquant, c'est la non-réactivité de l'Europe. Alors, après avoir dit ça, ce qui est important aussi de relever, c'est que les personnes qui sont évidemment les plus pratiquants et les plus en demande en fait d'une pratique rigoriste de l'islam, ce sont des jeunes qui sont nés ici en Europe, contrairement à d'autres qui viennent de pays musulmans. Donc c'est ça qu'on peut aussi retirer de ce constat, de cette étude. Et c'est vrai que ça fait quelques années qu'on constatait qu'effectivement les jeunes étaient plus amenés à une pratique rigoriste de l'islam. Et d'ailleurs dans l'ouvrage de Florence Bergeau-Blaclair sur le djihad par le marché, il explique très bien. Parce que ce marché, en fait, qui est en quelque sorte une mode, en fait, mais une mode qui, petit à petit, fait que ces jeunes sont de plus en plus amenés à pratiquer d'une manière rigoriste et d'observer l'islam radical. Et on le voit aussi d'ailleurs quand on dit la sympathie de ces jeunes et de ces personnes envers certains courants fondamentalistes, dont les frères musulmans, c'est aussi un constat qui est accablant parce que évidemment, de ce fait, le marché halal amène aussi, et ce sont les frères musulmans qui ont mis ça en avant. D'enseignement. Mais cette tendance, vous le dites quelque part, on a eu le temps de la voir venir durant ces années. On n'a rien fait, vous dites, pour l'atténuer, c'est-à-dire on a échoué dans les politiques d'intégration. Ne parlons pas d'assimilation. Mais je dirais que c'est plus que les politiques d'intégration. Bien sûr, il y a ce phénomène-là, mais c'est surtout la réponse à amener à ces demandes systématiques à une pratique de plus en plus des demandes de pratiques rigoristes de l'islam. C'est plutôt moi ça sur lequel il faut attirer l'attention parce que il n'est pas question uniquement des musulmans issus de l'immigration, mais il est aussi question tout simplement de Français qui sont d'origine française, hein, de souche ou même de Belges de souche, etc. Ils sont aussi évidemment ils sont aussi attirés par ces pratiques-là. On voit de plus en plus de jeunes non musulmans qui sont de plus en plus attirés vers une pratique de l'islam et une pratique de l'islam plutôt rigoriste. Donc ça concerne vraiment de plus en plus tous les jeunes et pas uniquement les jeunes issus de l'immigration musulmane. Donc une tendance à sens unique. Est-ce que, alors vous êtes une laïque, effectivement, on l'a dit, on l'a répété, mais est-ce que pour vous, islam et république, c'est vraiment compatible? D'ailleurs, c'est valable peut-être avec d'autres religions, avec les autres religions, cette question. Mais disons que, si vous voulez, la problématique avec l'islam qu'on rencontre depuis quelques années, c'est que les revendications dans des pays sécularisés comme les nôtres viennent systématiquement des mêmes, c'est-à-dire des personnes qui sont issues de ce courant islamique. On les voit beaucoup moins, évidemment, chez les catholiques et chez la communauté juive. Ils sont moins en demande, voire pas du tout en demande, d'avoir, par exemple, le port d'un signe religieux dans l'espace public, notamment dans les administrations publiques, pas de demande non plus de séparation dans les piscines et avec des heures, etc., qui ne pourraient être données que pour les femmes, par exemple pour aller nager, ou l'utilisation du burkini. Donc toutes ces revendications sont plutôt demandées par une certaine groupe de communautés issues de la communauté musulmane, comme ceux qui sont proches ou qui ont été influencés par les frères musulmans ou les salafistes. Ouais. Pour conclure en deux mots, Fadila Maroufi, la grande leçon d'ailleurs, elle est aussi peut-être démographique. Est-ce qu'au final, vous pensez que l'identité française, elle est menacée? Ce sont deux France qui cohabitent? C'est ces deux France en fait qui ne cohabitent plus mais qui s'affrontent en réalité. Ici et plus globalement en Europe en fait nous avons deux groupes qui s'affrontent, c'est vraiment deux visions du monde qui s'affrontent, celui de la démocratie et celui d'une vision d'une autocratie en fait islamique, et la volonté des frères musulmans d'arriver à un califat, à imposer un califat. Et d'ailleurs on le voit dans cette étude, hein, c'est la volonté de vouloir des lois de la charia avant celle de la République. Eh bien, attention à la confrontation impossible. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir été avec nous ce soir, Fadila Maroufi. Merci pour cette analyse. On va conclure avec un mot d'économie ce soir. Et on va rejoindre Anna Papiaï qui est à Paris pour le rendez-vous annuel, le dîner annuel de la Chambre de commerce France-Israël. Ça se passe au restaurant Précathlon dans le 16e arrondissement de la capitale. Et comme chaque année, la Chambre de commerce va remettre des prix aux entreprises françaises et israéliennes dans un contexte qui n'a pas été simple, on doit le dire, durant ces 2 dernières années. Bonsoir Anna.
Bonsoir, oui, cet événement annuel de la Chambre de commerce France-Israël a un double objectif, favoriser évidemment les relations commerciales entre Paris et Jérusalem, mais favoriser aussi l'image de la France en Israël et l'image d'Israël en France. Voilà pourquoi ce dîner annuel est organisé donc par cette Chambre de commerce où il y a une vingtaine d'entreprises qui sont invitées, évidemment des entreprises qui travaillent avec Israël et des entreprises aussi israéliennes qui travaillent avec la France. C'est pour ça aussi qu'au cours de cette soirée, des trophées seront remis à différentes entreprises, des trophées pour encourager cette relation économique bilatérale. L'entreprise Vinci Technologies, l'entreprise française d'ailleurs, recevra normalement ce soir un prix, et puis El Al aussi recevra un prix évidemment pour son investissement durant ces 2 dernières années, notamment dans le transport aérien. Et il faut le dire, la signature du cessez-le-feu va peut-être permettre aussi à certaines entreprises d'être un peu moins frileuses d'investir de nouveau en Israël. C'est en tout cas le souhait du président de la Chambre de commerce France-Israël, Henri Kuckerman, qu'on a eu l'occasion d'interviewer un peu plus tôt. Je vous propose de l'écouter. Il y avait un premier gros point d'interrogation sur cette année, il y a eu une intensification des messages contre Israël, des fake news, qui faisaient qu'on voyait un frein. On a même vu des groupes qui étaient membres de la Chambre de commerce depuis des dizaines d'années et qui n'ont pas renouvelé leur adhésion. Donc c'est des signaux faibles, mais que je trouvais particulièrement inquiétants. Donc ce qui me paraît absolument fondamental aujourd'hui, pour les entreprises françaises, c'est redémarrer vers le Moyen-Orient et en particulier vers Israël, qui est celui qui a démontré sa maîtrise de tout ce qui est high-tech. De Business qui résiste donc aux aléas diplomatiques. Merci beaucoup Anna Papiajevic depuis Paris donc pour cette soirée annuelle. Voilà, c'est la fin de cette grande édition. Tout de suite, ça se débat avec Raphaël Hassine et ses 4 invités. Et puis ensuite, Innovation en compagnie de Christopher Barolin. Très bonne soirée sur i24 News.